5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On revient une fois encore dans ce forum de discussion sur le ministre des Affaires étrangères, désormais Aurélien Agbenonsi, qui entre-temps a perdu le volet coopération de son département, qui est donc redevenu le ministère des Affaires étrangères. C'est à l'issue d'un remaniement technique intervenu en milieu de semaine dernière. C'est le ministre des Finances, Romuald Wadani, déjà monté en grade et devenu ministre d'État, qui a récupéré les attributions de ce secteur. Nous en parlons ce matin donc dans le forum de discussion. Et puis, le président rwandais est attendu vendredi à Cotonou, une visite d'État de Paul Kagame qui devrait marquer une nouvelle étape dans les relations bénino-rwandaises. Depuis quelques années, un pont aérien s'est établi entre Cotonou et Kigali avec Patrice Talon, qui, on le sait, est l'auteur de ce rapprochement de sources dignes de foi. Les dossiers économiques et militaires seront au cœur de ce déplacement de celui qui a réussi ce qu'on appelle le miracle rwandais, pays exsangue, vous le savez, et à terre au détour d'un génocide qui a fait plus d'1 million de morts et des milliers de déplacés. C'était en 1994 et qui donc presque 30 ans plus tard figure parmi les nations émergentes du continent. Et on finira au Gabon où les députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution révisée. Cette mouture de la loi fondamentale intervient à la suite de la tenue février dernier d'une concertation politique entre la majorité et l'opposition. Le Parlement est allé vite, très vite donc, car les nouvelles dispositions de la Constitution seront appliquées lors des élections générales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et locales prévues avant la fin 2023. Et dans les dispositions du nouveau texte, on parle d'harmonisation des mandats, de scrutin à tour unique pour chaque élection et des mandats de 5 ans pour le président de la République et les parlementaires. On verra de plus près les contours du texte, bien sûr. Et pour en parler, Francis Lojatale, analyste politique, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Ange Banouin, journaliste, analyste politique, écrivain, bonjour et bienvenue Ange. Bonjour Eman et bonjour téléspectateurs. Et puis Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais saisir l'occasion pour dire bonne fête à tout le monde par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Merci beaucoup à vous, docteur Paul-Marie Wessou. Et justement, je reste avec vous pour évoquer le tout premier sujet en débat ce matin. Il s'agit de ce remaniement technique, comme on l'a ainsi appelé, intervenu en milieu de semaine, où on apprend que le ministre, ex-ministre des Affaires étrangères et de la coopération, devient donc ministre des Affaires étrangères parce qu'il perd un volet important de son département, c'est-à-dire le volet coopération. Comment est-ce que vous recevez cet aggiornamento, je vais le dire ainsi? Oui, bon, il faut dire que moi, j'ai toujours considéré les remaniements comme un domaine entre griffes privé du chef de l'État. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait où il veut conduire la barque et comment conduire la barque là où il veut aller, du point de vue de l'exécutif, bien sûr. Maintenant, le portefeuille de coopération qui était dans le ministère des Affaires étrangères, passé au ministère des Finances. Quelle lecture faire de cela? Moi, je peux peut-être spéculer que c'est parce que la coopération implique beaucoup de finances, beaucoup de questions de finances, et peut-être pour aller vite, il faut mieux que ce soit le même ministre qui gère ce portefeuille en même temps que les finances pour permettre à ce que les décaissements et puis les investissements, pour que ça puisse aller un peu plus vite. Mais la question est de savoir pourquoi attendre jusqu'à seulement 2 ans, avant 2 ans et quelques mois, seulement avant la fin du mandat, pour faire ce remaniement, pour passer donc le portefeuille de l'un à l'autre. Moi, je n'en fais pas une lecture de quelqu'un qui a été déplumé au profit d'un autre ministère, mais je pense plutôt que il y a une question sérieuse de peut-être comment accélérer les processus d'investissement, et cela
cela demande donc que le portefeuille de coopération soit dans la main du même ministre. En ce moment, lorsque les investisseurs rencontrent le ministre, ils rencontrent à la fois celui qui va se charger des questions financières et des questions de coopération. D'accord. Alors, Francis Elo Jatale, de l'avis donc des spécialistes des questions donc de diplomatie, de relations internationales, la coopération était quand même. On a reçu en première Alexandre Tosei-Gwako qui a quand même pondu quand même un ouvrage de près de 500 pages sur la coopération. Bien sûr, il estime qu'en termes de diplomatie, c'est le volet coopération qui pèse le plus. Et donc, enlever le volet coopération au ministre des Affaires étrangères, c'est presque... Je vais enlever le plus gros du dossier. Vous savez évidemment que la coopération, en fait, participe, aide au développement. Et vous savez que pour le développement de nos nations, surtout que le chef de l'État veut inscrire le Bénin dans la lignée des pays gagnants, des pays émergents, je crois qu'il a le souci de faire en sorte que le Bénin puisse capter la manne financière, les flux financiers internationaux qui s'offrent dans le cadre de la coopération. Et je crois évidemment que ce n'est pas une première. Vous savez évidemment qu'à l'entrée de 2021, le chef de l'État avait déjà amputé une partie du portefeuille du ministre Abdoulaye Biotchane, qui était transféré évidemment au ministre Wadaï. Et puis, je crois 2 ans après, aujourd'hui, on peut même être en droit de demander, pas le bilan, mais l'état en fait des lieux. Ce qu'ils appellent techniquement l'état de mise en œuvre du PAG de 2021-2026. Et c'est, je crois, à cette étape-là que le chef de l'État trouve qu'il faut faire un réajustement technique. Je ne fais pas de remaniement, en fait. Je m'explique. Vous savez évidemment que quand on est l'histoire du Bénin, on constate que sous Kérékou, il y avait eu un truc comme ça. Le ministre, je crois, Lazare Chakwito, était ministre de l'Industrie et du Commerce. Un de ces jours, le président Kérékou lui a dit, mais vous êtes ministre de quoi? Il dit, de l'Industrie et du Commerce. Il dit, vous faites quoi là-bas? Il dit, ils vendent. Alors, vous vendez quoi? Le coton. Mais qui produit le coton? Il dit que c'est la Sonapra. La Sonapra est où? Au ministère de l'Agriculture. Mais écoutez, vous ne pouvez pas produire, transformer et vendre? Le ministre dit, oui, d'accord. Il dit, mais alors, introduisez une communication en conseil des ministres et demandez que le portefeuille soit transféré à votre département. Je crois que le ministre secrétaire a trouvé la formule, il a pris des contacts par l'avis technique du ministre Natar, en fait, personnel, qui n'est plus, du ministre, je crois, d'État de l'époque, le grand Baobab, Amoussou Bruno, mais par la suite, il a trouvé une formule ingénieuse pour ne pas faire aboutir vite, parce qu'il sait que Natar reste demain un frère du président Kérékou, et Kérékou était fâché. Alors, on n'a pas parlé de ça, les maniements ministériels. C'est en fait un réajustement de portefeuille d'un département à un autre. Ça n'a pas prospéré, en fait, pour ce cas. Vous savez évidemment que même en 2021, dans le cas du PAG2, au niveau du ministère de la Santé, qui compte, je crois, 3 programmes budgétaires disposant de 23, je crois, indicateurs, mais il y a au moins 13 projets qui sont là logés. Mais il y a 2 projets qui ont été transférés au ministère en fait, des Affaires sociales. Mais on n'a pas parlé de remaniement ni de portefeuille. Donc ici, la coopération, c'est un portefeuille important, mais ça a été amputé au ministère des Affaires étrangères et en fait transféré au ministre Wadaï. Je crois évidemment qu'à l'opérationnel, on a vu le ministre Wadaï capter les flux financiers qui pourraient aider le Bénin à pouvoir conduire pacifiquement, harmonieusement et efficacement, en fait, le PAG 2021-2022. Et je crois que c'est le souci des besoins, en fait, c'est les besoins d'efficacité du résultat, peut-être, qui ont amené le chef de l'État, malgré qu'il ait dit, au détour de sa conférence de presse avec le président Bazoum, qu'il n'était pas prêt à aller à un remaniement parce que, en fait, il est satisfait des prestations de ses ministres. Il en est venu à amputer, en fait, un département aussi important que la coopération transférée à Wadaï. C'est pour faciliter, évidemment, la levée des fonds. Alors, il est dit que le volet financier n'est pas... voilà, la coopération n'est pas faite que de questions économiques. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez évidemment que l'aide au développement ne fait pas le développement. Ce sont les investissements directs étrangers, en fait, qui permettent de faire le développement. Or, dans le cas de la coopération, il est plus facile pour un ministre des Finances de procéder dans le cas des négociations à la levée des fonds et capter de faire une manne financière pour aider au financement des grands projets de l'État. Donc, je crois que c'est pour les besoins d'efficacité du résultat
que le chef d'État a senti le besoin de transférer ce département afin de donner la possibilité au ministre Ouadaï d'aller plus vite. Et il est vrai qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, j'avais regretté. Je crois qu'il y a encore quelques jours, je vous ai dit ici que quand le président disait le ministre Ouadaï était satisfait, il a souri, et qu'il y avait quand même des problèmes au niveau de son département et que je le veux à la hauteur de la tâche. Mais ça, ce qui m'a étonné, écoutez, il est rentré la veille de la mesure. En temps, il a été décoré, distingué. Alors qu'il soit distingué, qu'il ait reçu la plus haute distinction, en fait, dans le système français, qu'il soit revenu et qu'on lui ampute un département. Bon, écoutez, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose. Je ne veux pas le qualifier. Je vous laisse qualifier. Je vous laisse la paternité de ce mot. Mais je me dis, en fait, parce qu'en fait, les diplomates, c'est un diplomate. Et ils savent qu'ils ont l'obligation de réserve. Bon, le président Talon n'a peut-être pas le discours trop diplomatique. Il est direct quand il parle. Et c'est un homme pragmatique. Il est un peu comme les Américains. Il faut le comprendre comme ça. Il a besoin des résultats. Et quand il n'a pas, il a des curseurs, des indicateurs qui lui permettent d'agir. D'accord. Allez, Ange Banouin, il y a une certaine opinion qui parle de sanctions pour Aurélien Agbenonssi. Est-ce que c'est votre avis? Merci, Eman. Vous faites si bien de poser cette question, dans la mesure où c'est, comme on dit, c'est la face visible de l'iceberg. C'est la première impression que cela pourrait donner dans l'opinion. Si, dans une certaine mesure, il y avait une certaine également intelligentsia dans ce réajustement de portefeuille, peut-être en faisant de ce ministre dont on a amputé ce pan si important de son département, si peut-être qu'on l'avait gratifié peut-être d'autres attributs, que cela aurait pu dans une certaine mesure endiguer cette appréhension au sein de l'opinion. Mais lorsqu'on est dans le cœur de l'action et du jeu du pouvoir, on ne peut pas analyser un tel acte ou bien une telle décision, un tel réajustement à moins de 3 ans de la fin d'un quinquennat et sans tenir compte du contexte. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte éminemment, je ne dirais pas de continuité du pouvoir dans une certaine mesure. Parce que lorsque vous restez dans la perspective d'un gouvernement qui a conquéri, qui est en train de gérer et qui a en projecteur la continuité du pouvoir, c'est qu'il y a plusieurs jeux, il y a plusieurs aspects. Et ce nouveau réajustement ministériel pourrait s'analyser à minima sous 3 angles. Le premier aspect qui est souvent évoqué, moi je l'appelle cela comme, je prends cela comme le premier aspect de désaveu que certains auraient pu constater. Cela n'est pas pour moi un aspect, c'est juste la première appréhension que le citoyen lambda peut avoir. Mais le premier élément à mon niveau, c'est peut-être la question de dynamique économique. Et mieux, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui la coopération au-delà de l'aspect économique, a été présenté depuis 2016 par le gouvernement Talon comme je ne dirais pas un moteur de développement économique. Et je pense, sinon et même sur la base des éléments que moi j'ai pu observer et sur les retours, les échos que j'ai eu même du ministre Agbenonssi, c'est que le chef de l'État a voulu, en créant ce département ministériel, que nous savons tous, la plupart du temps sous les cieux, on dit ministère des Affaires étrangères, mais toujours est-il que sous ce ministère, le volet coopération est le plus prépondérant. Alors, dès l'avènement du régime, en 2016, le ministre Agbenonssi l'a annoncé que le chef de l'État a voulu faire de ce ministère un moteur de développement économique. Et pendant 7 ans, quelqu'un qui y a travaillé, et je ne pense pas qu'il soit maintenu pendant 7 ans si véritablement cela s'enrhumait. Si peut-être c'était au niveau des affaires étrangères qu'il avait été en griffe, je ne dirais pas amputé, j'aurais pu trouver cela peut-être répondre dans l'écho de certains qui pensent que peut-être aujourd'hui, même le ministre Arif Aribako, lors d'une dernière sortie, il y a de cela quelques jours, au cours d'un lancement, a évoqué la question, par exemple, de la cartographie diplomatique du Bénin. Et là, on pourrait se dire que certainement que là, il y a grincement. Mais tant que ce n'est pas à ce volet, de ce côté-là, j'imagine, sinon, je suis sûr que la mission qui a été assignée à Agbenonssi est véritablement mise en œuvre telle que souhaitée. Alors, si on part du volet de redynamisation économique pour confier un tel portefeuille majeur à un ministre qui gère le volet économique, cela peut s'entendre sous une autre forme. La seconde forme, c'est quoi? C'est que dans une volonté peut-être, je ne dirais pas d'assainissement économique, parce que vous savez, les accords de coopération économique surtout font appel à des voyages, à des balais diplomatiques. Alors, si au lieu de déplacer 2 ministres pour aller pour des accords, des partenariats intéressants, parce que tout récemment, on a vu le 22 mars dernier, le ministre Ouadaï a été en Chine pour signer un accord avec une banque chinoise sur l'investissement sur le volet agricole, même et également le numérique. Donc, si on s'imagine que
Un tel portefeuille pluridimensionnel qui couvre pratiquement tous les secteurs, parce que les domaines de la coopération sont énormes. Presque tous les ministères se retrouvent dans la coopération. Je ne ferai pas de la digression lorsque je dirais que tout récemment, en faisant un travail sur la coopération entre la Chine et le Bénin, dans le secteur de l'éducation seulement, si vous voyez ce qu'il y a comme aspect de coopération, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et là, ce n'est qu'un aspect du ministère, de ce ministère-là, qui n'est que celui de l'enseignement secondaire, simplement. Et etc. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, du volet sécuritaire, il y a pas mal d'aspects sur la coopération militaire. J'ai eu à suivre, même sur l'OETB le week-end dernier, une descente du ministre Agbenonsi à Ouida, au niveau du centre de formation en déminage. Et c'est véritablement un pan de la coopération où il n'y avait pas que le Bénin, il y avait le Japon, il y avait également... comme on l'appelle, la Belgique et également la France. Donc, le volet de la coopération, ce volet-là est assez, je ne dirais pas... C'est assez large. C'est assez large. Et c'est transversal. Voilà. Maintenant, lorsqu'on prend le volet économie, pour en faire un véritable moteur, pour pouvoir confier ce volet à un ministre des Affaires, un ministre de l'économie, en dehors de l'aspect, je ne dirais pas réajustement, et assainissement économique, c'est que cela pourrait sous-entendre ce qui peut être subtil, diffus et pourquoi pas même stratégique. Stratégique dans la mesure où nous sommes à quelques mois, je dirais à quelques années de la fin d'un régime, et cela pourrait être la mise en scène d'un pignon majeur. Dans la mesure où, forcément, lorsque vous êtes dans le cœur de la coopération, vous revenez, vous êtes un acteur majeur au cœur de l'opinion, vous êtes un acteur majeur qui diffuse ses idées, et vous êtes un acteur majeur autour duquel se greffent certains acteurs. Seriez-vous en train de dire qu'on est en train de confier les clés du camion à quelqu'un? Je suis en train de percevoir à travers cette nomination qu'on est en train de mettre en scène, ce renforcement. De mettre en scène un joker qui n'est pas forcément, parce que dans le jeu politique c'est aussi ça, qui n'est pas forcément l'un des plus importants, mais qui aura un rôle majeur à jouer, soit celui de maintenir, de faire tourner autour de lui à travers ses sorties, à travers ses prises de, à travers ses idées, parce que vous savez, un ministre qui revient au cœur, il a été fait ministre d'État à la suite du nouveau quinquennat, et après maintenant, ces législatives, on s'attendait peut-être à voir des lauriers dressés à d'autres, et on lui envoie encore un autre plan d'un ministère qui le remet encore de plein pied au cœur de l'action. Ça le rend forcément ça le rend forcément super ministre, et ça va être de lui l'épicentre qui peut être également l'arbre qui peut cacher la forêt, parce que ça peut bien le mettre en avant, tout comme ça peut permettre qu'il soit en avant pour permettre aussi à d'autres de pouvoir évoluer. D'accord. Voilà. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, justement, ce pan-là, ce volet-là de Romuald Wardani, qui, à l'occasion donc du nouveau quinquennat du président Patrice Talon, s'est vu renforcé d'ailleurs en devenant ministre d'État. Francis Olojatal l'a rappelé tout à l'heure, il a reçu aussi les attributions donc, du ministère du ministère du plan et du développement, c'est alors le ministère de la coordination de l'action gouvernementale. Il reçoit encore les attributions, une partie des attributions du ministère des Affaires étrangères, donc le volet coopération qui vient encore se greffer à son portefeuille. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup finalement pour lui tout seul? Oui, bon, moi je voudrais dire, oui, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais si tout ça s'articule pour lui permettre de faire un travail de pilotage sans se fatiguer, moi je crois que ça ne pose pas un problème. Mais moi je veux pas aller dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'on a fait du ministre Wardani un super ministre qui va devenir président de la République, parce que c'est les électeurs qui décident. Hein. Ce n'est pas, vous savez. Peut-être est en train de le préparer, dit-il, enfin selon l'avis de Ange. Oui, mais ceux qui décident que vous soyez président de la République sont les électeurs. Rappelez-vous, on a fait il a dit le baobab à Moussou, dans ce pays, ministre du plan, de développement, ministre de presque un peu gros, mais il n'est pas devenu président de la République. Donc, moi, je ne pense pas que la nomination chargé ou surchargé un ministre de portefeuille fera de lui président de la République ou bien quelqu'un capable de faire quoi que ce soit. C'est les électeurs qui décident et les électeurs n'ont pas souvent lu dans cela votre capacité à devenir ministre. C'est l'activité politique plutôt qui vous positionne et qui fait de vous la personne capable
recueillir le vote des citoyens. Et ce qu'il est important, pour moi, de dire par rapport à ces remaniements et par rapport au ministère, c'est que, vous voyez, moi je crois que nous devons en venir à fixer les ministères. Il faut les fixer dans le marbre désormais et décider que on ne doit pas, normalement, on ne doit plus nommer en dehors d'un certain nombre de ministères, qu'on ne doit plus créer des ministères, qu'on ne doit plus remanier des ministères n'importe quand ou n'importe comment. Parce que vous voyez, par exemple... Est-ce que les ministères ne sont-ils pas créés en fonction des enjeux du développement? Non, ben écoutez, les États-Unis ont 16 ministères et c'est créé depuis les années 200 ans. Mais il y a des départements d'État. Oui, il y a des départements au sein des ministères. Oui, bien sûr. Il y a des secrétariats d'État. Mais ça ne dépasse pas 16. Le nombre de ministres, ça ne dépasse pas 16. Mais lorsque vous prenez, si vous permettez, Dr Paul-Marie Wessou, lorsque vous prenez par exemple le modèle sur lequel un nombre de pays francophones sont calqués, qui est le modèle français, les ministères sont créés en fonction des enjeux de développement. Et au détour d'ailleurs de la crise sanitaire de la Covid-19, on a même imaginé pourquoi pas créer un ministère en France chargé du redressement économique à l'issue donc de la crise sanitaire. Donc il y a un enjeu de développement précis auquel il faut faire face. Donc on crée un ministère adéquat. Je suis désolé, mais nous ne devons pas continuer de faire une délégation de pouvoir de pensée à la France. La France n'est pas un modèle. Pour moi, ça peut être modèle pour tout le monde, mais pour moi, la France n'est pas un modèle. Mais il y a quand même il y a un poids historique qui lie le continent africain. Le poids historique, voyez-vous, votre histoire vient de vos parents. Ok, mais si vous devez regarder le poids de votre histoire venant de vos parents, vous n'allez pas porter la veste, la cravate et tout ça là. Vous comprenez? Il faut qu'à un moment donné, toute nation devienne créative, constructive et inventive. C'est ça la question. Et ce n'est pas en disant tout le temps nous sommes collés à la France, on copie la France. Ce n'est pas ça qui va nous développer. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai souvent dit ici que j'entends souvent le mot développement, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Ben, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais écoutez, le Sénégal, si je ne m'enterrais qu'à ce discours, moi, je dirais que le Sénégal est devenu un paradis. Le Sénégal n'est pas développé. Le Sénégal n'est pas un pays développé. D'accord. Donc, ce n'est pas ça, non, c'est dire, pour faire court, que nous devons en revenir à fixer les ministères, une fois pour de bon, et à nous concentrer sur des choses qui nous permettent d'aller de l'avant et de développer. Alors, Francis Elojatade, analysons un peu, d'accord, le mouvement de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Le président de la République, Patrice Talon, reçoit au palais de la Marina Mohamed Bazoum, président du Niger. Il déclare à l'issue, donc au détour, j'allais dire, d'une conférence de presse, que les principaux chevaliers donc de sa dynamique vont rester. Donc, en gros, on ne change pas une équipe qui gagne. Le ministre Aurélien Agbenonsi est fait chevalier en France, une distinction importante, honorifique, importantissime pour lui. Au détour de ça, on le décharge d'une partie importante, sinon prépondérante, de son ministère. Entre ces, je veux dire, entre les quelques jours ou les quelques semaines qui ont suivi la déclaration du président Patrice Talon, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Non, je vais faire constater de façon basique que, un, il n'y a pas eu d'entrée, il n'y a pas eu de sortie. Deux, il n'y a pas eu de nouveau ministère créé. Et on peut se réjouir déjà de ce que le chef d'État est resté dans la même dynamique. Et je voulais dire, évidemment, vous permettrez, avant de boucler la réflexion, à dire à Dr Wessou qu'en fait, on doit se réjouir de la façon dont la taille de l'équipe gouvernementale est maîtrisée, plus ou moins. Puisque nous en sommes, je crois, à 22 ou 23 ministres. Alors qu'on est passé en 2006 à 26 ministres, puis en 2008, on est allé à 30 ministres. Alors, 30 ministères, vous tous pour ce pays. Les archives sont là pour interroger. Maintenant, et entre autres, nous on avait dit qu'il faut faire en sorte qu'on puisse maîtriser la taille et qu'on évite les doublons dans les ministères. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de doublons. Il y avait plusieurs, même s'il y a des portefeuilles qui sont transversaux au niveau des ministères, sous Boni Yahi, il y avait tellement de doublons qu'on se demandait, mais est-ce que ce n'est pas des bis repetita? Bon, aujourd'hui, on peut se réjouir qu'il y a une clarté, une transparence et il y a une dynamique qui est en cours qu'il faut saluer. Parce que maîtriser la taille des ministères, c'est maîtriser le budget aussi de l'État. Alors maintenant, ici, il faut dire que le portefeuille dont on parle,
C'est un peu la coopération, en fait. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas remaniement ministériel, il n'y a qu'un réajustement de l'AOF. En fait, c'est les attributions. Parce qu'on a pris une partie du portefeuille qu'on a transféré pour renforcer, en fait, une compétence. Parce qu'on veut un résultat. Je crois que le chef de l'État, vous et moi ne sommes pas dans l'économie, en fait, de tout ce qui a pu se passer pour qu'il en vienne à amputer ce département. Mais je sais que c'est le souci de résultat quand on voit son mode opératoire. Il a besoin, évidemment, d'avoir des résultats. Surtout que la question du financement du PAG 2021-2026 est une question importante. Vous avez vu que nous sommes allés plus vite lorsqu'il s'agit du premier PAG. Mais cette fois-ci, on a le sentiment qu'il y a un peu une torpeur et on n'a pas vu le même dynamisme qu'on a vu au niveau du premier, même s'il y a eu 2 ans perdus avant que les grands œuvres ne puissent apparaître. Mais cette fois-ci, il y a un peu comme une léthargie qui dépasse son nom. Or, il faut bien qu'il ait les ressources qu'il faut pour accompagner la dynamique qui est en cours. Même si nous aimons le chef de l'État, on doit pouvoir lui dire la vérité à des moments donnés. Bon, maintenant, j'ai dit, il n'y a pas de remaniement ministériel. Il y a un réajustement technique. Et il faut que les gens, parce que l'article 54, en fait, lui permet de faire un remaniement. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas eu de dénomination changée au niveau des ministères, même si on dit affaires étrangères. Ben, écoutez, Alif Ali Bako, pour l'envoyer à Banoué, a été ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et on connaît bien son amour immodéré pour le pouvoir. Il avait été un candidat au présidentiel en 2016, mais il n'est pas devenu président. Donc, ce n'est pas le fait de renforcer les portefeuilles au niveau d'un ministre et le fait de lui-même un super ministre qui lui ouvre le boulevard de la présidence. Ce fauteuil, c'est même Dieu qui donne. On peut tout faire, c'est Dieu qui donne. Si vous voyez le contexte dans lequel même le chef de l'État, Patrice Talon, est venu, c'est sur fond d'une autorité presque négative, puisqu'on l'a affublé de tout. Et vous avez vu sa réaction sur les filles. Canular, canular, canular. Alors on a compris qu'évidemment il y avait un problème, puisque quelqu'un voulait qu'il mette ses fonds et son agenda, en fait, ses contacts au service pour qu'il ait un troisième mandat. Et il a contré ça. Mais je ne vais pas revenir sur l'histoire. Je veux en fait faire constater que le chef de l'État, à l'occasion de sa conférence de presse tenue avec Bazoum, a dit au détour d'une question qu'on lui a posée, je crois que ça doit être un de nos frères, Patinde, qui lui a demandé s'il n'y a pas un remaniement qui est en cours. À la suite de Marcel, qui a demandé si le port de... Le pétrole du Niger, n'est-il pas aussi celui du Bénin? Bon, alors j'ai suivi les 2 questions se sont presque suivies, et le chef de l'État, en fait, dans son style habituel, a dit non, mais écoutez, un remaniement, non, parce que là, actuellement, il n'y a même pas pensé, et il n'y a pas d'entrée. Et ceux qui veulent venir, mais ils ont encore à attendre que les chevaliers vont toujours continuer. Et j'ai salué, évidemment, le sacrifice qu'ils ont dû faire. Maintenant, s'il en vient à prendre un portefeuille parce qu'il estime qu'il a des soucis, qu'il ne peut pas partager avec vous. Mais il sait qu'il a des pions, puisqu'il déplace les pions. Et il sait que dans son équipe, enfin, un manager, c'est quoi? Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui peut accomplir au mieux. Et dites-vous que dans la coopération, il y a des retours qui viennent au chef de l'État par rapport à chaque ministre. Je ne sais pas si Agbenossi a mis le cap sur 2026. Je n'en sais absolument rien. Je ne veux pas lui prêter des intentions. Peut-être qu'il travaille pour la succession. Et peut-être que, bon, on veut le fragiliser pour qu'il n'y aille pas, parce que ce n'est pas lui qui est qualifié pour. Peut-être aussi que Wadaï, du fait de son dynamisme, parce qu'il a beaucoup œuvré à l'international pour que nous puissions avoir les ressources, dans le cadre de la mobilisation des ressources, dans le cadre de l'assainissement, du cadre macroéconomique, dans le cadre de la gestion efficiente de la dette, et puis dans le cadre évidemment de la conduite des grands projets, on peut se réjouir de ce que c'est un jeune ministre, mais qui a du talent. Et on peut ne pas l'aimer, mais il faut quand même reconnaître qu'il a du talent, qu'il faut saluer. Et je ne suis pas du tout gêné qu'il ait pu, il a pris, je crois, de la planification à Boulaye Biotchane, il a pris maintenant la coopération à Agbenossi. Ajouté à l'économie, aux finances. Bon, et puis ministre d'État, je crois que c'est un jeune qui a de l'énergie et quand quelqu'un a du talent, il faut le faire travailler. Donc je n'ai rien contre du tout, le chef de l'État n'a pas encore trahi. C'est s'il faisait un remaniement si tôt, qu'on va lui dire, mais c'est quoi, est-il devenu amnésique? Mais il a pourtant dit qu'il va prendre du temps et qu'il n'est pas encore prêt. Ça peut venir peut-être dans 1 an, ça peut venir dans 6 mois, mais on serait surpris que ce soit venu en quelque part. C'est le 13 mars, en fait, qu'il a tenu sa conférence de presse. Du 13 mars au 5 avril. Parce que, écoutez... Il y a à peine 3 semaines. Mais oui, voilà, donc ce serait étonnant. D'accord, très bien. Calcul arithmétique obligé. On va boucler donc sur ce sujet lié à ce que vous appelez réajustement
technique, d'aucuns l'ont appelé remaniement technique aussi. En tout cas, chacun a le lexique, emploie le lexique qu'il veut pour désigner. Ce qui est sûr, cette nouvelle donne intervenue dans le gouvernement du président Patrice Talon, à savoir justement Aurélien Agbenossi, qui perd le volet coopération de la diplomatie béninoise. Il devra se cantonner désormais aux affaires étrangères, bien sûr. Allez, messieurs, on en vient à présent au deuxième sujet. Il s'agit bien sûr de la visite annoncée du président rwandais Paul Kagame, qui est attendu en Ange-Banouin vendredi prochain au Bénin. On connaît le rapprochement qu'il y a entre le président Patrice Talon et celui rwandais Paul Kagame. C'est bien, je vais dire, presque l'aboutissement d'une coopération, d'une dynamique installée depuis 2016. Merci, Eman. Pour en venir, avant d'en venir à votre sujet. Non, surtout pas. Au fait, nous sommes à la télé. Et nous ne pouvons pas parler de certains sujets sans évoquer ce qui est dit de façon officielle. Le secrétariat général du gouvernement parle de remaniement. Donc, qu'on s'en tienne à technique ou réagissement, là n'est plus le problème. La question est déjà vidée par le secrétariat général qui parle de remaniement. Et maintenant, pour ne pas faire de la digression, lorsqu'on parle également de cadrer le nombre de portefeuilles ministériels, si vous permettez, je vais en venir, je suis en train d'en venir, ça se suit. Le sujet est bouclé, oui, ça se suit. J'ai fait la conclusion du premier sujet. Je n'en conviens pas. Fixons-nous sur le deuxième sujet qui est bien sûr... Oui, en effet, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même, parce que nous savons que les directions ne fonctionnent pas comme les ministères. Mais pour pallier à cela, en fixant dans le marbre 23 ministères, nous avons aujourd'hui des agences. C'est pour dire quoi? C'est en fonction de la dynamique chercher que les chefs d'État fixent ou ne fixent pas et déploient ou ne déploient pas des directions ou des agences. Et maintenant, pour en venir au dernier aspect sur la question de perspective, vous n'êtes pas sans savoir que... je vais en venir parce que ça suit la coopération. Je vais devoir prendre l'avis. Ça suit. Je vais devoir prendre l'avis du docteur Paul. Oui, on a bouclé le premier sujet. Je suis en train d'en venir. Tout récemment, on a vu l'avènement de certains chefs d'État et certaines autorités au Bénin. Et pour les accueillir à l'aéroport, dans une vision, dans une logique de briser en griffe le mythe d'un chef d'État qui va à l'aéroport pour accueillir ses homologues ou bien des personnalités, on a vu des ministres qui ont été déployés. Mais parmi ces ministres, il y a toujours eu Wadaïn qui était à côté de Agbenossi. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que nous disons là, c'est transversal. Et ça se suit. Dans la logique où, bientôt, nous avons Kagame qui sera là. Et ne soyez pas surpris de voir quelqu'un qui porte le portefeuille de la coopération ne pas être à l'aéroport pour l'accueillir. Et c'est là que je dis que tout ce que nous disons là se suit, c'est une logique. Et c'est également dans une dynamique. Dans la mesure où, depuis lors, on a toujours vu Wadaïn à côté de Agbenossi. Même si les deux ministères de façon tacite, ne se mélangent pas, il y a une continuité. Parce qu'on ne pouvait pas parler de dynamique, de coopération économique sans parler du ministère des Affaires des Finances et de l'économie. Donc, parlant de cette visite que j'étais en train d'annoncer en parlant de la posture... J'ai pris 3 minutes pour évoquer le sujet précédent. Non, pas le sujet précédent. Ça fait 3 minutes en moins pour le sujet. Là, c'est vous qui freinez mon élan sur mon développement. Et là, maintenant, avec la venue de Kagame, vous savez déjà que le Bénin, depuis 2016, a un nouveau élan de partenariat avec le Rwanda, vu comme certains, comme le modèle en griffe du gouvernement actuel, et pour d'autres, comme, je ne dirais pas, un autre aspect qui pourrait être des éléments, je ne dirais pas, qui pourrait faire, comme on dit, pousser des cheveux, tresser des cheveux pour certains. Donc, cette coopération annoncée à Koyakri depuis fort longtemps a été déjà, je ne dirais pas annoncée comme devant renforcer non seulement le volet de coopération militaire, qu'ils vous souviennent qu'avec les récentes attaques terroristes, le Bénin et le Rwanda, comme d'autres pays, sont rentrés dans des conciliabules pour pouvoir voir quels pourraient être les accords de coopération militaire pour pouvoir endiguer ce phénomène-là. Et mieux au-delà, il y a également cet aspect officiellement avancé, qui est celui également d'une flotte aérienne dont le Bénin voulait également mettre en œuvre dans la sous-région et qui serait l'un des éléments clés de pourparlers entre le Bénin et le Rwanda. Ça, c'est de façon officielle. Maintenant, sur l'aspect officiel, on pourra en venir lorsque peut-être
on abordera véritablement les points saillants ou bien on aura les retombées à proprement parler de cette rencontre-là. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, est-ce que vous pensez que cette visite donc, du président rwandais, en tout cas qui est attendue à Cotonou vendredi prochain, vient comme presque acter cette nouvelle dynamique du Bénin qui, voilà, ou ce pont aérien qui s'est établi entre Cotonou et Kigali? Oui, bon, je ne sais pas si... je ne sais vraiment pas comment l'apprécier parce que vous savez, depuis le début du mandat du président Talon, on nous a vendu un peu le modèle rwandais. Le modèle rwandais, c'est le meilleur sur le continent. On nous a dit ça. En termes de réussite économique. En termes de réussite économique. Mais vous savez que ce modèle est venu à bout de souffle. Et que de plus en plus, ce modèle va être dépassé. Et donc, moi... Qu'appelez-vous à bout de souffle? Bien. Le modèle rwandais, vous savez, s'appuie sur un certain nombre de données, okay, qui sont les données d'abord de la Banque mondiale, FMI, Banque mondiale et autres, puis ensuite sur le fait que le Rwanda dépend énormément du Congo. De la République démocratique du Congo, en termes économiques, si vous voulez bien que nous parlons d'économie. Alors, le modèle en tant que tel qui a été vendu, puis c'est un modèle vendu par la Banque mondiale, les FMI et autres, exactement comme le modèle ivoirien, sous Houphouët-Boigny. Vous savez que ce modèle a été vendu aussi pendant longtemps, mais ou du moins ce que la Banque mondiale, le FMI, comme je le dis souvent, ne sont que des banques, okay, ce qu'ils nous vendent. L'institution de Bretton Woods. Oui, mais Bretton Woods, c'est juste un village ou une ville, hein, comme on dirait l'institution de Cotonou. Mais donc, ce que ces institutions nous vendent comme modèle a ses limites. À ses limites, et de plus en plus on constate ses limites. Et si nous restons dans le couloir de ces schémas qu'il nous propose, c'est que nous arrivons toujours à un niveau où notre développement est bloqué, on ne peut plus aller de l'avant et on est dans un recommencement perpétuel. Et le Rwanda est quand même, je vais dire, présenté aujourd'hui comme l'une des nations les plus prospères du continent, avec une belle marge de progression, notamment sur tout ce qui concerne aujourd'hui le numérique et les perspectives d'avenir. De plus en plus de start-up naissent dans ce pays-là, et ce pays fait, je vais dire, beaucoup de progrès, notamment sur le plan informatique, sur le plan du numérique. Mais le mot est lâché, présenter, parce que ce qu'on présente et ce qui est la réalité, il y a toujours une marge. Okay. On comprend votre scepticisme. Oui, moi, le modèle rwandais ne me met pas beaucoup. Maintenant, ça n'empêche pas que le régime du Bénin ait de la coopération avec le modèle rwandais. Ce qui restera du modèle rwandais, moi je crois, hein, d'ici là, c'est le volet militaire. Et c'est ça, surtout, je crois, qui fera l'objet des échanges entre le Bénin et le Rwanda. Mais moi, le modèle rwandais n'est pas, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout pays doit pouvoir être créatif, inventif et aller de l'avant avec des moyens qui lui sont propres pour créer un modèle. D'accord. Allez, on parle aujourd'hui d'une coopération économique annoncée. On parle, Ange, dans son propos, l'a rappelé, le chef de l'État ambitionne justement s'investir dans le monde aérien, en l'occurrence en mettant en place une compagnie aérienne comme Rwandais, par exemple, qui dessert aujourd'hui Cotonou. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, le chef de l'État veut concurrencer quand même aujourd'hui le secteur aéroportuaire dans la sous-région ouest africaine, et évidemment en s'appuyant sur l'exemple rwandais, entre autres sujets, bien sûr. Non, je crois qu'il faut féliciter le chef de l'État parce que ça me rappelle un peu le président djiboutien qui veut mettre en place une navette spatiale et a signé un partenariat avec des acteurs chinois pour y arriver. Il faut que nous puissions rêver au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je crois que le modèle du Rwanda demeure un modèle qui séduit. Je crois que le chef de l'État, il est assez admiratif en fait du modèle rwandais. Et il faut l'avouer parce que ça donne des clientèles rassurants. Et vous savez que les indicateurs là, qu'on le veuille ou non, parce qu'on peut les partager ou non, mais j'avais des griefs il y a encore quelques années.
contre le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui sont les institutions catalysatrices des financements des PTF. Parce que à travers les programmes tels que le PASS, j'ai trouvé que partout où passait le PASS, le peuple trépassait. Parce que ce modèle ne permettait pas de donner en fait une vitalité au social. Or, les filets sociaux sont importants. Il n'y a pas que la rentabilité économique simplement. Aujourd'hui, je crois qu'à travers les interventions, parce qu'au niveau de la banque, il y a plusieurs programmes. Et on peut se réjouir de ce qu'à travers les interventions, la banque finance en fait le développement et accompagne les États. En cela, je crois que quand on dit que le modèle rwandais est calqué sur le Fonds monétaire, sur la Banque mondiale, ce n'est pas convaincant. Bon, maintenant, le Rwanda reste avec le Bénin. Je crois qu'en août 2016, le chef de l'État a rendu une visite officielle à Paul Kagame. Et je crois que Kagame n'est pas encore venu au Bénin. C'est sa première visite. Et je crois que depuis un moment, il y a un peu comme une coopération entre les deux nations. Vous avez évoqué le volet aéroportuaire. Je crois qu'il faut saluer, ils sont très avancés. Il y a aussi le volet militaire parce que, en fait, par rapport, face aux crises terroristes, en fait, qui secouent le Sahel et les États côtiers, le Bénin a commencé par innover. Et dans plusieurs siècles, vous avez vu l'initiative d'Accra, la dernière réunion du 22 novembre 2022. Où on a dit qu'il faut mettre en place une force conjointe. Et puis la dernière réunion en fait, de la CEDEAO du 4 décembre de 2022 où on a dit qu'il faut mettre en place une force régionale. Mais parallèlement à ces deux initiatives, en fait, le chef d'État béninois a négocié avec le Rwanda pour avoir de la logistique. En fait, je sais que sur les volets, ils ne sont pas entendus. Je ne sais pas s'il y aura déploiement de soldats rwandais. Je crois que pour ce que j'ai entendu du porte-parole du gouvernement, il n'est pas question qu'il y ait déploiement de soldats rwandais. Vous savez que Kagame vient pratiquement à quelques mois de la nomination de deux ressortissants rwandais. Il y a le DG de l'ANIP et puis le DG de l'ANAT. Alors, donc ça veut dire qu'il y a quand même une dynamique qui est en cours entre le Bénin et le Rwanda. Et sa visite vient consolider, renforcer les liens entre le Bénin et le Rwanda. C'est un partenariat en fait sud-sud qu'il faut saluer. Parce que nous avions dit que en fait, les États africains ne bénéficient pas de la coopération sud-sud qui pourrait permettre évidemment de tenir compte du développement, disons, autocentré sur l'Afrique. Parce que là, ce seraient les Africains eux-mêmes qui auraient inventé en fait, le modèle qu'il leur faut et le type de partenariat qu'il leur faut pour accompagner leur peuple et leurs citoyens. Et je crois que dans cette dynamique, ils vont identifier les axes sur lesquels il faut intervenir et un des axes importants, c'est l'axe sécuritaire. Et je crois que le Rwanda est prêt à apporter de la logistique en fait, au Bénin. Bon, à part ça, je crois que le modèle rwandais, vous avez dit que le Rwanda n'est pas un truc à vendre. Écoutez, même si c'est à la faveur de la crise de 1994, le génocide dont vous parlez, que le Rwanda en est venu à la situation où on note une parité au niveau du Parlement. 50% hommes, 50% femmes, et que même au niveau des ministères, regardez la taille du gouvernement au Rwanda. C'est des modèles en fait à copier. Même s'il y a peut-être quelques critiques qui viennent sur l'aspect des droits de l'homme, mais dans la globalité, le Rwanda reste et demeure un modèle que nous pourrions imiter. Nous avons des efforts à faire. C'est en cela que je trouve qu'il y a peut-être, du point de vue de la finesse du raisonnement, il y a une faiblesse. On peut objecter en fait au docteur Wessou de ne peut-être pas chercher à connaître davantage le modèle rwandais et le mode de fonctionnement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Aujourd'hui, donc, parce qu'il faut actualiser les données pour comprendre que la dynamique qui est en cours est une dynamique qui favorise l'Afrique. Et j'ai dit, dans le cadre de la première analyse, que ce n'est pas l'aide au développement qui développe les nations, que ce sont les investissements directs étrangers. Alors, si c'est possible, il y a qu'entre Africains, nous puissions faire une coopération agissante sud-sud pour avancer, je crois que Allez, Paul, excusez-moi, parce qu'il a quand même interpellé mon truc là. Oui, mais moi je voudrais dire ceci à mon ami Francis. Écoutez, donnez-moi un seul exemple de pays qui s'appuie foncièrement sur la Banque mondiale et qui est développé. Un seul exemple. Non, mais la grande question, c'est qu'est-ce que vous appelez France et le fonds, c'est pas seulement Banque mondiale, c'est Banque mondiale et FMI. Parce qu'en fait, écoutez... Non, j'ai juste un exemple. La réalité, elle est celle-ci. D'abord, qu'est-ce que ça s'appelle développement? On va s'écouter ici. Oui, la réalité, elle est celle-ci. Les pays que moi j'appelle pays développés sont les pays qui ont en main les pilotes de leur propre développement. Et si vous regardez les pays asiatiques, les pays qu'on appelait dragons d'Asie, les pays qu'on appelait tigres d'Asie, vous verrez qu'ils ont créé des modèles conformes à leurs propres aspirations. OK? Et la Banque mondiale, le FMI, viennent
simplement comme pour dire, voici maintenant de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. La Banque mondiale, ici, chez nous, on a comme l'impression que l'orientation même du développement nous est donnée par la Banque mondiale. Et si nous ne nous prenons pas en charge pour décaler par rapport à ces orientations qu'on nous donne, je dis la Banque mondiale n'est qu'une banque. L'FMI aussi n'est qu'une banque. On n'a quand même pas fait de l'extrapolation, d'accord? Non, ce n'est pas de l'extrapolation. Parce que on est en train de s'écarter un peu du sujet qui nous réunit, dont il est question ce matin, à savoir l'arrivée du Paul Kagame au Bénin. Allez, il faut bien reconnaître que ce n'est pas de l'extrapolation quand on parle de modèle et qu'on parle de Rwanda. Parce que c'est comme je l'ai dit, c'est le COP. Hein, c'est le COP de ces institutions-là. Et donc, à partir du moment où vous avez ce pays qui est présenté comme modèle et qui vient à nous, il faut bien qu'on regarde le modèle. D'accord. Et ce n'est pas de l'extrapolation. Plus près. Donc, allez, voilà. on va recevoir Maurice Tantan à présent pour faire un tour du web rapide. Paul Kagame arrive à Cotonou vendredi prochain. Qu'attendez-vous de la visite du président rwandais? Voilà, bien sûr, ce que nous avons posé comme question à nos amis internautes. Bonjour Maurice Tantan. Bonjour Eman Amegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce lundi, vous venez de le rappeler et il faut dire que de la part des internautes, les attentes sont diverses et variées. Il y en a qui ont de grandes attentes, il y en a qui en ont pas du tout. Les sujets évoqués, c'est entre autres le renforcement de la coopération entre les deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et le Bénin, notamment sur les plans économiques et militaires. Il y a aussi qui ont évoqué d'autres sujets régionaux comme, disons, les tensions entre la RDC et le Rwanda. Certains souhaitent que le président Patrice Talon puisse en discuter avec son hôte. C'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires. On est resté essentiellement sur la page Facebook de 5 sur 7 matin ce lundi et je commence avec Théophile Agbedjiko qui nous écrit: Paul Kagame au Bénin, c'est bien. Nous attendons de lui un renforcement des liens de coopération entre le Bénin et le Rwanda, et ceci dans tous les domaines. Nous espérons également de lui qu'il plaide pour la liberté des détenus politiques, la paix sociale et surtout la gestion politique. Les liens doivent également être renforcés dans le domaine de l'éducation, car le Rwanda est un pays dont le système éducatif est à copier pour ses prouesses sur le plan régional, conclut Théophile Agbedjiko. Maurice Koumassa a également commenté la question du jour en ces termes. Excusez-moi, a également commenté la question du jour en ces termes. L'arrivée du président Paul Kagame à Cotonou résulte de la coopération entre ces deux pays africains, dont l'un, malgré les reproches qu'on peut faire sur la gestion de son chef, a su se donner une place de choix sur le continent. Cette visite est en effet, selon Maurice Koumassa, le signe de la consolidation des liens de coopération entre le Rwanda et le Bénin. Autre commentaire, Guy Lokosu nous écrit: Paul Kagame au Bénin, pour moi, ce n'est rien de spécial. Ce sera exactement comme le passage des présidents des autres pays qui ont pris pas ici, et que cet internaute, rien de nouveau ne sortira de son tête-à-tête avec le président Talon que le renforcement de la relation bilatérale Bénin-Rwanda. Le Rwanda, écrit-il encore, est comme le Bénin. Donc, mis à part la parole, je ne crois pas qu'il y aura d'autres apports, notamment financiers, qui pourraient réjouir la population béninoise. Moïse Assoclé nous dit: pour moi, la visite de Paul Kagame au Bénin est une très bonne chose. De cette visite, nous attendons tout simplement le renforcement des relations qui existent déjà entre nos deux pays, surtout sur les plans militaires et économique. Encore de commentaires, Herman Amegan, si vous permettez. Baké Bio nous dit: nous ne pouvons attendre que le meilleur sorte de l'entretien du président rwandais avec notre président Patrice Talon. Nos attentes sont particulières, notamment en ce qui concerne les volets sociaux et économiques. En attendant, nous lui souhaitons la bienvenue
au Bénin. On va terminer avec le commentaire de Mahmoudou Salami qui nous écrit « Nous voulons que le président Talon lui demande de ramener la balle à terre avec la République démocratique du Congo car nous voulons la paix en Afrique et que sa présence apporte un plus à notre développement socio-économique par le biais du renforcement des échanges entre les deux pays dans le cadre d'une coopération Sud-Sud. » Voilà en substance ce que les internautes ont dit de la question du jour de ce lundi dans la perspective de la visite du chef d'État rwandais au Bénin vendredi prochain. Merci mon grand Maurice Tantan, au plaisir de nous retrouver demain par ici, pourquoi pas pour évoquer un sujet lié à l'environnement, certainement. À demain. À demain. Et bon lundi de Pâques. Merci, bonne fête à vous également. Et de votre famille aussi. C'est que sur cette matin, on en vient à présent au dernier sujet en débat. Il s'agit bien sûr de la révision constitutionnelle au Gabon. Ange Banouin, la révision constitutionnelle est actée au Gabon depuis donc le jeudi 6 avril dernier avec 178 voix pour, 8 contre et 12 abstentions, soit un taux de 86%. Elle a été donc adoptée par le Parlement en congrès sur convocation du président de la République Ali Bongo Ondimba, représenté donc lors des travaux par le Premier ministre Alain-Claude Billy Binzé. Et pour cette nouvelle constitution qui intervient après celle de 2018, ce sera donc la 8e depuis la fin du monopartisme au Gabon en 1991. Et ce sont les articles 4, 9, 10, 11, 15 et 111 qui ont été modifiés ce 6 avril. Eh ben, vous savez que, comme je ne dirais pas coutume de le dire, il faudrait que l'intellectuel africain fasse de plus en plus preuve d'honnêteté. Et vous aurez pu constater que la plupart des pays occidentaux qui se soient développés, c'est en étant intellectuellement crédibles, qui passent par l'honnêteté scientifique, et mieux en étant redevables à l'endroit des populations. On ne peut pas continuer en Afrique de jouer avec le feu et penser que nous allons nous sortir de l'ornière. On ne peut pas continuer en Afrique de penser que c'est en jouant sur le nombre de mandats, en jouant sur les réformes constitutionnelles que nous allons propulser le développement. Le développement, ce n'est pas une question de constitution. Et curieusement, j'ai eu à entendre ce matin une question où on parle de PTF, on parle de FMI, de Bretton Woods, etc. Mais beaucoup ne se sont pas demandé pourquoi est-ce que nous avons les ODD. Avant les ODD, on avait eu les OMD. Parce qu'en réalité, la plupart du développement projeté par nos États ne sont arrimés finalement que par rapport à ces visions que nous projettent ces institutions. Parce que, quelque part, ces derniers ont compris que les programmes de développement politique, en réalité, sous nos cieux, ne sont pas mis en perspective. Et vous aurez pu constater que, par décennie, il y a des programmes que les Nations Unies projettent pour pouvoir permettre à ce que les pays dits en voie de développement ou sous-développés puissent véritablement arrimer leur développement. Pourquoi est-ce que nous n'inventons pas notre vision du monde, notre ODD, notre OMD, pourquoi pas trouver un autre thème pour notre développement? Ce que vous faites avec moi ce matin, c'est pas gentil. Non, je ne m'adresse pas à la question. On est un lundi de Pâques et vous me malmenez, mais littéralement. Vous me malmenez, mais littéralement, parce qu'on a bouclé le sujet sur l'arrivée. Et ça fait 2 fois, Ange, vous permettez, j'ai un peu mal quand même, parce que ça fait 2 fois que vous répétez ça sur le plateau, c'est vraiment pas gentil. Le premier sujet, on l'a bouclé, je vous ai laissé faire votre développement. On est en train de parler du Gabon et de la révision constitutionnelle, et vous me parlez mais d'ODD et d'OMD, mon cher Ange Banouin. Mais vous ne voyez pas le lien, c'est franchement, vous ne voyez pas le lien. Je ne vois pas le lien, et je vais bien voir le lien. Malheureusement alors que vous n'y voyez pas le lien, et c'est là que je dis que l'intellectuel africain doit véritablement faire preuve d'honnêteté. On ne peut pas faire une révision constitutionnelle pour développer un pays. Ce n'est pas la révision constitutionnelle qui développe un pays, mais sur la vision de développement. Et lorsque vous prenez les conclusions de cette révision, il n'y a que 2 aspects en réalité. Il n'y a que les mandats pour vendre ça à l'opinion ont été ajustés de 7 et de 6 à 5 ans. Et le véritable clou, c'est que cette fois-ci, le mandat est illimité, à souhait. Et vous vous rendez compte que là, je sois offusqué de parler de développement. Et que j'allie ODD, développement, et puis constitution. D'accord. Parce que la véritable polémique en Afrique, c'est les révisions constitutionnelles opportunistes, et je ne dirais même pas qui véritablement sont sous-jacentes du sous-développement. Parce que nous aurons des États où nous avons des programmes, nous n'avons pas besoin d'avoir un messie à la tête de nos États. On a juste besoin d'avoir quelqu'un. La Chine dont les gens parlent, qui n'est pas forcément un modèle sur tous les plans, pourquoi est-ce que depuis Mao, il y a toujours des successions là? Parce qu'il y a un programme, il y a une vision. Et dans mon ouvrage, je suis malheureusement tenu d'en parler. J'ai parlé de la vision décennale de développement, où
Chaque État fixe en une décennie ses objectifs et ses visions. Vous pouvez être X, Y ou Z, vous venez, vous avez cette vision que vous menez pour que votre pays puisse sortir du sous-développement. Et j'ai eu malheureusement ou heureusement la chance d'écouter l'ambassadeur des États de la Chine au Bénin qui a parlé de comment est-ce que la Chine a pu sortir. Ce n'est pas un modèle que je suis en train de vendre, mais tout au moins quand on prend le volet de l'alphabétisation, le volet du sous-développement, comment est-ce que la Chine, au départ, était un pays où, lorsqu'on venait sur ce pays continent, il n'y avait pas de travailleurs qualifiés. Mais ils ont fait des projections. Mais qu'est-ce que nous faisons? Chaque année, on vient, on revise des constitutions. Chaque année, on prend un programme de la Banque mondiale, on prend un programme du FMI, et puis on applique, on fait des routes, on construit des aéroports, et on pense qu'on va se développer. Écoutez, il faut que les intellectuels africains soient honnêtes et qu'on mette de côté notre panafricanisme qui ne nous fait que dire que INS est l'adversaire, INS est l'ennemi, INS pille l'Afrique, et mettre en place des projets, des visions propres à l'Afrique pour développer l'Afrique et sortir la jeunesse du sous-développement et pourquoi pas même du terrorisme dont nous parlons. D'accord, très bien. Allez, on en vient au sujet proprement dit, certainement avec vous, docteur Paul-Marie Ouissou. On parle des articles 4, 9, 10, 11, 15 et 111 qui ont été révisés et surtout, ce qui inquiète aujourd'hui le plus grand monde, on parle d'un scrutin à un seul tour. Et il n'y aura même pas de second tour. Le mandat qui est ramené à 5 ans, les alignements de mandat, c'est ce qui a été souhaité. Quel est votre commentaire à ce sujet? Oui, excusez-moi, une petite digression. Hein. J'espère que vous êtes réconcilié avec je ne me suis pas fâché, je ne suis pas fâché du tout. Vous êtes de bons amis, je le sais. J'étais un aficionado de 5 sur 7 matin et puis voilà, il nous apporte sa contribution au débat. Chaque lundi matin, on sera donc... Oui, bon, en fait, ce que Ange disait, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut qu'on cesse d'amuser la galerie. Parce que cette révision, vous voyez, lorsqu'on était, le Bénin, il faut le rappeler, hein, a été le premier pays à faire la conférence nationale. C'est le Bénin qui a donné le ton. Je vais là donner de la fierté à mon ami Francis. C'est vrai, le Bénin a été le premier. Et les constitutions qu'on avait, la constitution qu'on avait, disons, écrite en ce moment-là, c'était une constitution qui, non seulement était contre celui qui est au pouvoir, mais qui créait un espace pour l'avenir. Et si vous regardez la Constitution telle que ça a été adopté, tous les articles qui ont été modifiés, mais il reste un article qui dit quelque part, contrairement à ce que nous on a ici, hein, qui dit quelque part que rempiler à un mandat est à volonté. À volonté. Et ça change tout. À volo. Oui, ça change tout. Ça indique que, en fait, la révision a été faite, mais a été taillée sur mesure pour répondre aux besoins de quelqu'un qui a envie de continuer. Qui s'est déjà annoncé candidat d'ailleurs. Voilà, qui a envie de continuer au pouvoir. Et cette façon de changer nos constitutions pour coller aux envies des gens qui sont au pouvoir, ça n'amène nulle part. Et dans quelques mois, dans quelques années, vous allez voir, on va revenir encore sur cette constitution, la réviser, et parce que justement, celui qui est au pouvoir en ce moment aussi voudrait qu'on y mette quelque chose qui réponde à ça. Oui, c'est très important de le dire et de dire que oui, c'est une bonne chose. Ils ont d'ailleurs même fait la révision, le modèle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une concertation avec l'opposition pour apaiser les tensions. Quelle opposition? Voilà. Donc, ils ont fait quand même une bonne démarche, mais au finish, la révision qu'on a est collée à un individu. Vous pensez que c'est une révision taillée sur mesure, vous aussi? Non, nous sommes en démocratie, vous savez que c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté du peuple. Si la majorité décide que c'est comme ça, en fait, les dirigeants, le peuple n'a que les dirigeants, en fait, qu'ils méritent. Et si le Gabon, vous savez que le Gabon n'a connu que des élections de violence. Vous savez que depuis 1991, depuis que le multipartisme a été acté au Gabon, ils en sont à leur 8e test constitutionnel. Mais écoutez, le Bénin a connu plus. En 60 et 72, je crois, et 77, on a eu près de 8 tests constitutionnels, y compris même le test inappliqué de 68. Bon, c'est maintenant qu'ils commencent l'expérience, et eux autres, de la valse des constitutions. Or, il se fait évidemment qu'un pays tel que le Tchad et le Gabon avaient des septennats. Et puis le compteur est à tourner ad vitam aeternam. Maintenant, le Gabon a décidé d'opérer des réformes. Et c'est à la suite d'une concertation intervenue en février. Et je crois qu'ils ont convenu consensuellement
que les mandats seront alignés. Donc, harmonisation des mandats à 5 ans. Celui du président et celui des députés. Bon, maintenant, ils ont dit aussi qu'en temps, il faut voir comment même le Conseil économique et social et environnemental. Ils ont le mot de désignation. En fait, ils ont revu beaucoup de choses. Mais c'est comment faire gagner au Gabon des élections pacifiques qui a été la préoccupation. Parce que bientôt, d'ici la fin de l'année, ils vont aller aux élections générales chez eux. Maintenant, c'est le mandat. Ils sont revenus à 5 ans, un peu comme le Sénégal l'a fait. Le Sénégal, je crois, en 2012, avait un septennat, et puis en 2016, ils sont allés à un quinquennat. Maintenant, le Gabon a fait l'option du quinquennat, mais quinquennat avec la possibilité de renouveler... Un seul tour, hein. Un tour, mais à renouveler ad vitam. Donc, si vous dépasse d'une voix, je suis élu président. Non, mais écoutez, ad vitam, les peuples... Nous sommes des intellectuels, il faut qu'on arrête avec ça. Les peuples ont leur réalité et j'ai été navré de suivre maintenant Banoué qui a dit que nous n'avions pas des objectifs de développement à long terme. Non, il y a le NEPAD, pour ça vous savez. Et il y a même le mécanisme africain de relation par les pairs. Le NEPAD, c'est africain, c'est pas pour le Bénin. Non, attendez, il y a l'OUA, horizon 2063. Il y a les perspectives à l'AFIA 2025. Et le Bénin a plus d'indicateurs. Allez lire la prospective. Moi, j'ai travaillé sur la perspective. J'ai fait de la prospective. Mais écoutez, moi, j'ai fait de la prospective. J'ai toujours été avec le professeur Tingbe Azalou. Je l'ai eu comme professeur d'université. Mais là, j'ai fait de la prospective. Je pense que ce débat, on va le faire. On va conclure sur le sujet du Gabon. Oui, permettez-moi. C'est que j'ai été heureux que le Gabon ait pu réussir consensuellement à aller à l'adoption de la loi fondamentale. En fait, c'est le fondement normatif, c'est la base juridique en fait. Si le peuple s'entend, parce que c'est le peuple qui est rassemblé là, c'est-à-dire opposants, minoritaires et mouvanciers majoritaires, se sont vus dans un conclave et ont opté pour une révision avec une définition du mot de passation du pouvoir, avec la possibilité à Ali Bongo de renouveler son mandat ad vitam aeternam. C'est le choix du Gabon. C'est peut-être pas le choix du Bénin. Et je crois que les démocraties gagnent en maturité avec l'expérience. D'accord. Très bien. On va suivre cette situation de très près au Gabon et on viendra évidemment au pays en temps utile. Merci à vous, Francis Selou Yatali, analyste politique. Merci, Dr Paul-Marie Oussou, merci également à Ange Banoué. C'est vrai que ça a été un peu chaud aujourd'hui. Il y a eu des frissons, il y a eu quelques envolées, mais bon, voilà, c'est toujours dans la bonne humeur et la convivialité.